À l'époque, les marques de fringues n'étaient pas du tout sur le web. Et donc, l'un des trucs que j'avais fait, c'est que j'avais préempté les premières places sur des mots-clés comme Zara, H&M et tout. Ils y étaient pas, eux. Donc, ils n'avaient pas de site. Ils n'avaient pas de site, ils s'en foutaient complètement. Donc, pendant les premières années, ça a vraiment été un truc qui a permis de pouvoir amener, surtout sur des mots-clés de fringues. Alors, sans vouloir tomber dans les clichés, mais c'était plutôt des jeunes meufs qui allaient chercher ça. Et ça permettait de faire découvrir le site, en fait. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. J'ai beaucoup expliqué aussi comment fonctionnait le magazine. Par exemple, quand il y a eu les bloqueurs de pub, nos adblocks sont montés à un moment donné à 50% de nos visites. J'ai créé un article et je suis venu expliquer auprès des lectrices. J'ai créé un article tout bête qui disait, en fait, si vous aimez Mademoiselle, désactivez votre adblocker sur Mademoiselle, parce que nous, ça nous permet de pouvoir gagner des sous, d'expliquer un petit peu comment le modèle média fonctionne, le modèle économique, d'expliquer comment ça nous plombe. Et en fait, on est descendu de 50% de notre audience qui utilisait les adblocks à 30% dans le temps. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Florent, le fondateur du magazine féminin Mademoiselle. On revient sur son histoire, ses premiers magazines bricolés quand il était jeune, son passage à Pimki, où il a créé, tel un précurseur, le Consumer Magazine de la marque, jusqu'à la naissance, puis la revente récente de son magazine Mademoiselle, devenue une marque média référente pour les jeunes femmes. Au travers de ce succès, Fabrice nous démontre l'importance de la communauté et du dialogue avec elle pour faire grossir son média. Adresser une audience non touchée par les médias traditionnels, écouter régulièrement leur feedback, publier du contenu généré par la communauté et faire preuve d'une transparence radicale sont autant d'enseignements que l'on peut tirer tout au long de cet épisode. On parle aussi de sa nouvelle vie, ces 3 podcasts actuels qui génèrent quand même plusieurs centaines de milliers d'écoutes chaque mois. Enfin, on termine sur une discussion autour de Twitch et les nouvelles plateformes médias sur ce qui explique leur succès, notamment l'interactivité et le caractère communautaire qui façonneront certainement les médias de demain. Bon épisode. Bonjour Fabrice, bienvenue sur We Are All Media. Alors, petite pression déjà, puisque tu es un expert en interview et en podcast. Donc, j'espère que tu seras indulgent avec moi. Tu es là pour plusieurs raisons. La première, évidemment, parce que tu es le fondateur de Mademoiselle, un magazine féminin de référence que tu as lancé en 2005 et que tu as revendu en 2020 au groupe Humanoïde. Je dis de référence parce que même pour des hommes qui ne l'ont jamais lu, le nom ou la marque Mademoiselle est connue et renvoie à quelque chose. Pour ceux qui écoutent ce podcast régulièrement, vous savez que j'ai toujours une affection particulière pour les entrepreneurs médias, ceux qui ont su créer un média, une marque, une audience en partant de zéro. Et j'aime bien comprendre et détricoter tout ça. Cette folie, tu veux dire ? Cette folie. Donc on va parler de cette folie, cette aventure Mademoiselle, puis aussi de ton activité actuelle, parce que tu es devenu 100% producteur de podcasts, avec pas moins de 3 podcasts, histoire de succès, histoire de daron, histoire de mec. Donc on va revenir sur cette activité et le boom de l'audio en général. Et dans la dernière partie, qui est dédiée plutôt au futur des médias, on regarde un peu on regarde les nouvelles tendances qui se dessinent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se penche un peu sur les nouveaux outils comme Twitch ou Discord que tu utilises notamment pour tes émissions. Et comme de plus en plus d'ailleurs d'autres médias traditionnels qui se lancent sur ces nouveaux outils. Donc voilà, tu as vu que c'est bien chapitré tout ça. Bravo. Et la première partie, qui est la partie sur ton passé, qui démarre souvent avec la même question. Comment toi, tu es tombé dans les médias ? Oh là là. J'ai retrouvé, parce que en 2020, j'ai tout fait. Je me suis séparé de mon ex, en fait, et j'ai vendu ma boîte. Et donc, on a retrouvé dans les archives un vieux magazine que j'avais conçu et écrit et mis en page quand j'avais 14 ans, donc 1991, un truc comme ça. Alors, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, donc c'était un magazine de jeux vidéo. Ouais.
J'avais fait la couverture, j'avais dessiné. Si tu voudras mettre un lien, j'ai fait un post sur Instagram quand j'ai retrouvé ce truc, parce que vraiment, je crois que ça a été ma première fois où je me suis dit, ok, c'est cool ce truc-là. J'avais fait un petit fanzine pour mes potes que j'avais imprimé. J'avais dessiné la couverture à la main. J'avais découpé des images dans mes magazines de jeux vidéo, et en fait on avait écrit des tests. Et j'avais passé, je sais plus, une semaine de mes vacances au bureau de mon père, où il y avait une machine à écrire à l'époque, et pour taper tous les trucs. Voilà. Non, mais c'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'un invité me dit ça. Justement, le magazine Fabien Olicard, d'ailleurs, que tu as déjà reçu, m'avait dit ça, qui a lancé un magazine sur les animaux quand il était à l'école. Bah oui. Et donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est si vous faites des magazines quand vous êtes plus jeune, vous êtes peut-être prédestiné à finir dans les médias, mais... C'est possible. Mais je crois que c'est un truc aujourd'hui qui est encore plus simple. C'est-à-dire qu'il y a un truc très simple qui permet de faire. Ouais. Après, plus tard, j'ai fait le fanzine de mon club de basket, où c'était tiré à plus de 1000 exemplaires. Enfin, c'était un vrai truc pour moi qui m'a permis de pouvoir apprendre déjà plein de choses, quoi. Ouais. Et j'ai appris, ça permettait de pouvoir apprendre la mise en page à l'époque, donc c'était sur du papier. Voilà, quoi. Et c'est quoi qui t'intéressait à l'époque? C'était créer du contenu, c'était créer du contenu, ça pour écrire, transmettre de l'info. Ouais, je crois que transmettre des idées aussi. Il y avait ce truc je trouvais ça intéressant de faire connaître. Dans le club de basket, on faisait des interviews des gens qu'on connaissait pas vraiment. Enfin, tu vois, ça permettait de pouvoir faire connaître un peu plus des gens au sein du club, quoi. Déjà des histoires à l'époque, tu vois. Ouais, déjà des histoires. Tu lisais ou tu regardais quoi comme média? T'étais plutôt traditionnel, télé, radio à l'époque, ou... Non, j'étais un grand fan de basket, donc je lisais les magazines de basket, magazines de jeux vidéo. Enfin, c'était vraiment des verticales, mais il n'y avait pas... C'est venu un peu plus tard, quand j'avais 22 piges, où j'ai fait des études de communication. Okay. Et là, ils t'obligent un peu à aller lire la presse quotidienne régionale, la presse quotidienne nationale, etc. Mais j'ai jamais été vraiment très attiré par l'actu en tant que tel. En fait, c'était plutôt l'idée de créer un média et de créer un truc où les gens pouvaient lire, quoi. Donc voilà. Et donc, comment t'es arrivé à l'aventure Mademoiselle, puisque avant, si j'ai écouté quelques podcasts où tu racontais ça, mais t'étais donc chez Pimki avant, c'est ça? Tu peux nous raconter un peu comment je suis arrivé chez Pimki? En fait, donc moi à la base, j'ai découvert Internet en 1995, donc il y a très longtemps, vraiment le tout début d'Internet. Ouais. Et assez rapidement, j'ai découvert qu'il y avait possibilité d'écrire des pages, de les créer soi-même. Et donc, je faisais mon magazine de basket à l'époque. Et j'ai été saoulé vraiment de tout l'aspect, aller faire les photocopies à la mairie, et puis après découper, enfin pas découper, mais agrafer, les plier, etc. Enfin, c'était vraiment, on faisait tout ça à la main, et on faisait 1000 exemplaires, donc c'était vraiment du taf. Et en fait, quand j'ai découvert Internet et que j'ai découvert qu'il y avait moyen de créer ces pages, je me suis dit, mais en fait, demain, tout le monde ira lire, il n'y aura plus besoin de s'emmerder avec les photocopies, quoi. Donc, j'ai découvert ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé vraiment à bidouiller, à faire des pages perso, etc. J'ai fait le site du club de basket. Je crois que vraiment le site de ce club de basket de Neuville-en-Ferrain dans le Nord, si tu veux, a été je pense le premier site en France à avoir un site internet. Oui, le premier club de basket, pardon, à avoir un site internet en 1995 ou 16, quoi. Tu vois, vraiment, il y a très très longtemps. Et en fait, après ça, donc, je te disais, j'ai fait des études de com dans un truc qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est une filière universitaire qui s'appelle IUP, où en gros, c'est un IUT, donc il y a un aspect professionnalisé, mais qui t'amène à Bac+4, donc qui t'amène à la maîtrise à l'époque, avec plein de stages et avec une petite structure, avec 70 étudiants dans la promo. Des boulots, il y avait des trucs, des projets en groupe à faire, etc. Et en fait, je me suis retrouvé comme souvent dans les écoles de com, il y avait 75% de nanas. Donc, je me suis retrouvé dans un groupe avec trois autres meufs, et il y avait une possibilité de rentrer chez Pimki, de faire un projet sur toute l'année avec cette boîte, pour faire un consumer magazine. Et donc, moi, j'étais avec 3 autres meufs, elles m'ont dit, viens, on va chez Pimki. Je fais, ok, j'y vais, pas de problème. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire un stage
pour eux parce que ils avaient vu, j'avais fait un article sur internet pour le Consumer Magazine, quoi, tu vois, donc je te parle de ça, c'est 97, tu vois. Mais attends, ce qui est fou, c'est que Consumer Magazine, ça veut dire que déjà les marques, parce que c'est commençaient à créer du contenu qui n'était pas vraiment que pour vendre des articles en fait. Bah, l'idée c'était de créer un club. Ils avaient un carte de fidélité, quoi, tu vois, et ils se disaient que bah, ce serait cool pour leur club, pour les membres du club, de faire un petit magazine, quoi. Donc on a bossé là-dessus pendant toute l'année. Et donc moi je faisais des articles plutôt, donc les filles faisaient plutôt les trucs mode beauté, etc. Et moi je faisais plutôt les articles loisirs. Et donc dedans j'avais fait un article sur internet, comment ça marche, quoi ça sert, etc. Et en fait la chef de projet me glisse en passant, bah nous notre site il est nul, si jamais tu cherches un stage ça serait sympa. Moi ça m'a fait tilter. Je me suis rendu compte aussi de la puissance que Pimkie avait comme marque, parce que c'est vraiment on ne connaît pas, mais c'est vraiment une grosse boîte qui est née en des années 70, qui a 250 magasins en France, enfin vraiment énorme notoriété et tout. Et je suis rentré là-bas comme stagiaire pour remettre à jour leur site internet. Je te parle de ça, 98, quoi, tu vois. Donc j'ai fait ça pendant tout l'été. Et en fait, à la fin de l'été, j'avais créé une sorte de... C'était un peu l'ancêtre de Mademoiselle, en fait. Tu vois, c'était vraiment dedans. Je m'étais dit, ok, qu'est-ce que les clientes de Pimkie, qui sont les clientes de Pimkie, en fait, c'est des jeunes meufs. Donc dedans, il y avait du cinéma, il y avait de la télé, enfin voilà. Mais justement, comment comment tu te sourçais par rapport à ça? C'est-à-dire que tu t'en rencontrais, ou tu parlais à des gens qui étaient fans de la marque, ou tu te projetais toi en te disant moi si j'étais comme ça j'aimerais ça? Alors je suis très curieux, donc vraiment j'allais chercher un petit peu ce qui pouvait intéresser ces filles, tu vois, qui en plus à l'époque c'était 15-25, quoi, on va dire, donc public plutôt adolescent jeune femme. Et donc j'allais chercher des magazines, j'ai bouffé énormément de magazines. C'est là aussi que je me suis rendu compte à quel point les magazines féminins, en tout cas moi à l'époque, je les trouvais nuls. Je comprenais pas pourquoi ils marchaient autant, parce que vraiment je trouvais que c'était insipide, je trouvais que ça renvoyait une image qui ne ressemblait pas du tout aux jeunes meufs que je côtoyais à côté, dans ma promo, dans mes amis, etc. Et puis aussi, j'ai assez rapidement mis en place un système de formulaire et de contact pour qu'elle puisse m'envoyer des messages. Donc il y avait aussi ce truc assez rapide de feedback, de qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de faire, quoi. Et ça m'a énormément nourri. Donc en fait, pendant 7 ans, j'ai fait grossir ce site avec l'aide de Denis Grimard, donc qui rentrait lui à l'époque chez Pimkie comme directeur de la com à l'époque et du marketing, et personne comprenait trop ce que je voulais faire dans la boîte à l'époque, mais juste ils m'ont laissé faire, c'était canon, ils m'ont laissé jouer comme ça, et Denis pour le coup il a ouvert les portes, parce que je crois que sinon il m'aurait jamais gardé, quoi. Lui il venait du Minitel en fait, donc si tu veux il connaissait pas trop internet, en tout cas en tant que tel, mais il avait déjà l'idée de ok, ça peut produire quelque chose, cette idée d'interactivité, etc. Et en fait, moi, j'ai bossé là-bas pendant 7 ans, où j'ai fait grossir ce site. Quand je suis parti en 2007, il y avait 700 000 visites par mois, quoi. Donc, ce qui est quand même... En quelle année, du coup? En 2005. 2005, ouais. Entre 98 et 2005. T'es resté longtemps, quand même, là-bas. Ouais, je suis resté 7 ans. Mais j'avais cette envie, moi, de monter ma boîte depuis que j'avais 20 piges, tu vois, j'avais cette envie de liberté, de faire ce que je voulais. Et en fait, c'est Denis à l'époque, lui, il rentrait dans la boîte, il m'a dit non, reste, tu vas voir. Donc il m'a proposé un CDI avant même que je termine mes études. Et en fait, on a monté ce site ensemble pendant des années, quoi. Alors on l'a en plus marqué, parce que au départ, moi j'avais appelé ça Cyber Pimkie, parce que vraiment, on parle de ça il y a très longtemps. Mais c'était hyper moderne à l'époque, hein, vraiment. Et en fait, après, assez rapidement, on a inventé un autre mot. Enfin, en tout cas, c'est Denis qui avait trouvé ce nom, qui avait appelé ce truc Move & Be. Et donc, en fait, c'était un magazine. Vraiment, de l'extérieur, tu rentrais dessus, tu avais l'impression que c'était un magazine. Alors, plutôt pour les 12-18, tu vois, donc la tranche d'âge un peu avant Mademoiselle. Et en revanche, on mentait pas, on disait pas que c'était, on cachait pas que c'était édité par Pimkie. Et dans la rubrique mode, il y avait que du Pimkie, quoi. Voilà. Ah ouais, et donc ça a changé entre la ligne édito, elle a changé entre le moment où tu l'as créé, toi, au tout début, et en 2005 quand t'es parti, ou globalement c'est resté un peu... Non, mais c'était un magazine pour...
En gros, c'était un magazine où on parlait vraiment de ce qui se passait dans la vie des jeunes, quoi. Donc, il y avait à la fois un aspect, il y avait tous les aspects mode, beauté, etc. Il y avait plein d'aspects culturels aussi, de parler de cinéma, de parler de séries à l'époque qui étaient en train de sortir les séries. Et puis les aspects de vie aussi, tu vois, d'amener aussi. Enfin, c'était vraiment les prémices de Mademoiselle. Le seul truc qu'on pouvait pas faire, c'était parce qu'on mettait la marque de Pimkie en jeu. On parlait pas de politique, Bien sûr. on parlait pas de sexe, on parlait pas de tous ces sujets-là. Enfin, tous les sujets qui pouvaient être polémiques d'une manière générale, on n'en parlait pas. C'était un peu frustrant pour moi aussi. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je me suis barré au bout d'un moment. C'est que j'avais envie de monter un truc qui était vers lequel je pouvais avoir plus de liberté, quoi, tout simplement. Et donc, à quel moment, justement, tu as franchi le pas été 2005, vraiment. Mais en parallèle, tu avais déjà amorcé ce qu'allait être Mademoiselle ou... Non, en fait, moi, dans ma tête, c'était assez simple. C'était, il y a cette expérience-là qui existe aujourd'hui, sur laquelle je veux capitaliser. Je m'étais dit, OK, il y a cette cible qui n'existe pas vraiment, mais qui n'est pas 18-25 ans, où tu vas chercher peut-être les lycéennes jusqu'à leur rentrer dans la vie active, en fait. Ouais. Donc, je te dis, à l'époque, on parlait plutôt de 15-25. Ouais. Mais moi, en gros, les 15 ans, c'est pas qu'elle m'intéressait pas, c'est juste, je me disais que les 15 ans, elles vont finir par avoir 18. Mais il y avait vraiment ce truc on va parler de la vie post-lycée, quoi. Parce qu'il se passe tellement de choses dans cette période-là. T'as des milliers de premières fois, en fait, pendant cette période. Et personne, il y avait aucun magazine qui s'adressait à ce public-là à l'époque. Et en fait, je m'en suis rendu compte un peu en cherchant, c'est que il y avait pas, à part 20 ans à l'époque, qui était un peu en train de péricliter. Ça commençait déjà à plus trop marcher. Puis c'était du magazine que c'était papier. C'était un papier, ouais. À l'époque, le web, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, on est vraiment... Donc il y avait vraiment une place à prendre à la fois sur le format internet et sur l'audience, le segment d'audience visé, quoi. Et l'un des trucs que j'ai appris aussi chez Pimkie, c'est tout l'aspect communautaire. C'était vraiment un truc moi qui m'intéressait très fort. Je te disais au tout départ en 98, j'avais commencé à mettre en place un système de feedback et tout. Moi à l'époque je savais pas développer. Donc en fait en gros ce que je faisais c'est que j'avais mis un système de portrait chinois sur en gros, si tu étais un livre, tu serais machin. Ouais. Mais comme je n'avais aucun skill en développement, ce que je faisais, c'est que c'était que des pages en dur. Je sais pas si tu connais un peu le web, mais c'était que des pages en HTML. Et en fait, ce que je faisais, c'est que les internautes, les meufs qui étaient sur le site, elles remplissaient un formulaire. Et en fait, plutôt que de mettre à jour le truc, moi, ça arrivait dans ma boîte. Et en fait, une fois par semaine, je prenais tous les trucs, je copiais-collais pendant 2 heures. Ça me prenait un temps fou, où je crée une nouvelle page. Enfin, tu vois, c'était que des pages en dur à chaque fois, n'importe quoi, vraiment. Ah oui, donc tu utilisais leurs réponses pour faire ton contenu, quoi, en fait. Oui, c'était un truc. Voilà, elles avaient leurs fiches, quoi. Tu vois, après, elles étaient trop contentes. Et assez rapidement, en fait, j'ai rencontré une fille qui bossait plutôt sur l'aspect club et sur l'aspect du côté informatique, en fait, tout l'aspect CRM, qui s'appelle Saïda, qui m'a filé un sacré coup de main et qui m'a filé aussi un coup de main. En tout cas qui m'a donné, entre guillemets, qui m'a prêté un de ses développeurs qui s'appelle Olivier, je sais pas s'il écoute, mais lui non seulement il a développé plein de trucs en base de données, mais aussi il m'a formé, donc ça m'a permis après quand j'ai quitté Pimkie de pouvoir recréer Mademoiselle from scratch, quasiment from scratch, hein. De toute façon j'ai tout développé toi-même. J'ai tout développé, ouais. C'est fou ça. Et puisque tu codais, tu savais. Ouais. Okay. Il m'avait formé. Moi, j'adorais ça. J'ai appris, en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tutos sur Internet. Hein. Tu n'arrivais pas trop à trouver des tutos. Donc, vraiment, j'ai appris plein de choses de lui. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Et en fait, par la suite, ça m'a permis de pouvoir recréer Mademoiselle de zéro, quoi, tu vois. T'es parti tout seul, tu t'es dit j'y vais et t'es mis devant ton ordi, t'as codé. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, il y a une des salariées de mon équipe à l'époque, parce que j'avais recruté une petite équipe qui m'a suivi, qui elle s'est mise en freelance, elle faisait du boulot de traduction, elle venait écrire de temps en temps, donc ça a permis de pouvoir créer un petit binôme. Et en fait, assez rapidement, j'ai proposé à Denis de venir s'associer à moi. Okay. Et en fait, lui continuait à bosser chez Pimkie dans le groupe en tout cas. Et moi, je bossais sur ce projet à plein temps, quoi. Et t'écrivais aussi le contenu. Ouais. Énormément. Je crois que j'ai 3000 articles, tu vois, sur Mademoiselle à mon nom, quoi. J'ai beaucoup écrit. Et donc, comment ça s'est progressivement... à quel moment t'as senti que tu avais quelque chose, tu tenais quelque chose et que ça commençait un peu à... Parce que j'imagine que ça n'a pas été du jour au lendemain, comme certains sites aujourd'hui, puisque voilà, mais...
À quel moment tu t'es dit, bon, là, c'est bon, je pense que j'ai quelque chose, quoi? Ça a été très long en fait, mais je crois que le premier truc c'est que assez rapidement en fait j'ai eu des personnes qui sont venues de la plateforme de Pinky. En fait, elles se sont passées le mot pour venir sur T'as Mademoiselle. récupéré une partie de Bah ouais, en fait, probablement. ça les intéressait de venir voir un peu ce que j'allais faire par la suite. Et donc ça a permis de pouvoir créer une forme de pompe en termes d'amorcer la pompe en fait en termes de Ouais. communauté. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc en fait que tout simplement, il y avait à la fois il n'y avait pas d'équivalent, tu vois. Donc et surtout, je crois c'est l'un des trucs dont on s'est rendu compte par la suite, c'est que il y a très peu de lectrices de Mademoiselle qui lisaient d'autres magazines féminins. Donc on a vraiment créé un besoin, si tu veux, qui n'existait pas, où c'était même plutôt des lectrices qui détestaient les magazines féminins, qui ne voulaient pas les toucher avec un bâton, quoi, tu vois, vraiment, et qui venaient lire Mademoiselle. D'ailleurs, il y a plein d'histoires comme quoi elle finissait par tomber par hasard, entre guillemets, sur Mademoiselle, parce qu'en fait, elle cherchait des trucs qui les intéressaient sur Google, et puis en fait, au bout de la troisième fois, elle tombait sur ce site qui s'appelait Mademoiselle, elle se disait, ok, c'est de la merde, c'est un magazine féminin, j'en veux pas. Et en fait, au bout de la troisième ou quatrième fois, elle se rendait compte qu'en fait, il y avait des sujets intéressants. Donc c'est plutôt par le contenu, par le public aussi, tu vois, tout simplement. Il n'y avait pas d'équivalent de magazine qui parlait aux 18 ans, quoi, tu vois, à l'époque, enfin aux 18-25 ans en l'occurrence. Et du coup, au début, j'imagine, vous n'aviez pas de pub, rien, donc non. tu en fait, pas en fait au début. Non, mais ça a été assez rapide parce que en gros, j'ai lancé Mademoiselle le 1er octobre et début février, on avait déjà une première OP. Mais parce qu'en fait, à l'époque, il y avait ces régies de blogs. Tu sais, il y avait tous les blogs. Oui, il y avait la grande mode des blogs. Ça s'appelait Blogspot et ce genre de choses. Non, Blogspot, ça c'était une plateforme, tu vois. Mais il y avait plein de régies de blogs qui s'ouvraient. Et notamment, il y avait cette régie de l'agence de com qui s'appelle Even, qui avait lancé, ils étaient toujours à la pointe sur les trucs. Donc, ils faisaient de l'influence de blogueurs à l'époque. Enfin, tu vois, ils avaient regroupé des blogueurs. Et en fait, ils avaient lancé une activité de régie. Et donc, assez rapidement, j'ai eu ma première OP, je pense au mois de février, pour une petite voiture, tu vois, une voiture pour les jeunes, quoi. Et je me suis dit, ok, c'est cool, ça va permettre de pouvoir gagner un peu de sous. Et je crois que pendant la première année, notamment, on a pu gagner un peu d'argent grâce à ça, parce qu'il y avait des régies de blogs. Donc en gros, Mademoiselle est très vite devenue un très gros blog, parce qu'il y avait, je crois que le deuxième mois, on avait déjà 100 000 visites, quoi, tu vois, donc c'était plutôt cool. Et ça se vendait bien, parce que là, tu parles d'opération, ça veut dire que ça se vendait plutôt à l'opération, ou non, vous mettez c'était de l'habillage. De l'habillage. À l'époque, il n'y avait pas d'OPSP. Hein. Ouais. Donc, mais ça se vendait bien à l'époque, ou le CPM était plutôt... Bah ouais, c'était c'était un peu les belles années des CPM à l'époque et des pubs, quoi. Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais... Donc là, tu as réussi, tu as fait rentrer quelques OP, et là, tu as commencé peut-être à recruter une première personne. Non, c'est venu c'est venu plus tard, mais en gros, moi, pendant ce temps-là aussi, ce que j'avais fait à côté, c'est que j'avais développé une activité d'agence de com spécialisée dans la conception-rédaction pour les jeunes, en fait. Donc, et notamment, je bossais avec cette agence qui m'aimait bien, et il me filait des sous en échange de textes que j'écrivais à côté, quoi. Donc ça permettait de pouvoir injecter du fric dans Mademoiselle. Mais en gros, ma première salariée, elle est arrivée l'été d'après, à mi-temps, où elle était encore étudiante à l'époque. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Et c'était la première rédac mode, en fait, qui est arrivée comme ça. À côté de ça, j'avais cette personne-là dont je te parlais, qui était une ancienne salariée de chez Mad, Estelle, qui venait travailler à côté. Je lui filais un peu de sous en échange, quoi, tu vois, mais c'était plutôt du freelance. Donc ouais, ça a démarré vraiment tout doucement. Et en gros, pendant les 4 premières années, le site, il a galéré à arriver à 1 million de visites, quoi. Tu vois, donc ça a été très très long. Donc là où aujourd'hui, tu vois qu'il y a des sites qui explosent très vite par rapport aux réseaux sociaux et tout. Là, je te parle de ça, c'était vraiment avant Facebook, quoi. Et Facebook a vraiment aidé. Les débuts de Facebook en France ont vraiment aidé Mademoiselle à grandir au tout départ. Mais on a mis, je te dis, on a mis 4 ans entre 2005 et 2009 à passer de 0 à 1 million de visites par mois. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu penses que c'est le Facebook plus les usages des gens qui arrivent? Non, c'est Google. Vraiment, j'étais vraiment super bon au SEO à l'époque. J'avais vraiment taffé le truc, toujours de façon hyper clean. Mais par exemple, l'un des trucs
que j'ai utilisé énormément, c'est que à l'époque, il n'y avait pas du tout de les marques de fringues n'étaient pas du tout sur le web. Et donc l'un des trucs que j'avais fait, c'est que j'avais préempté les premières places sur des mots-clés comme Zara, H&M et tout. Ouais. Ils y étaient pas, eux. Donc ils n'avaient pas de site, ils s'en foutaient complètement. Donc pendant les premières années, ça a vraiment été un truc qui a permis de pouvoir amener, surtout sur des mots-clés de fringues. Alors sans vouloir tomber dans les clichés, mais c'était plutôt des jeunes meufs qui allaient chercher ça. Et ça permettait de faire découvrir le site, en fait. Donc ça a été vraiment un des gros leviers, en fait, au départ pour aider à faire connaître le site et la marque. De faire connaître, et en fait globalement c'était de faire toujours du bon contenu. Enfin, ça c'est hyper basique, mais tu fais du bon contenu qui est bien référencé, ou qui s'adresse pile poil à ta cible. Tu fais en sorte de bien linker les articles entre eux, etc. En fait, il y a des filles qui nous racontaient qu'elles rentraient par hasard sur un magazine, sur une page d'un article, et en fait, elles ouvraient 10 onglets, parce qu'en fait, il y avait vraiment... Alors, c'est pas des onglets à l'époque, mais elles ouvraient 10 fenêtres, parce qu'en fait, dans un article, il y avait à chaque fois 10 autres articles. Ça amenait vers 10 autres articles qui étaient intéressants, quoi. Et est-ce qu'à cette époque, déjà, tu avais cette notion de création de compte, de CRM? Tu parlais de CRM tout à l'heure, donc la possibilité pour les gens de se créer un compte, que tu puisses ensuite les fidéliser. Ah, tout de suite, vraiment. Mademoiselle a ouvert avec un forum. Donc, il fallait s'inscrire pour avoir un forum. Ouais. Okay. Donc, j'avais créé un forum à côté, et vraiment, mon objectif, c'était pas juste de créer un média, c'était aussi de créer une communauté. Et je crois que c'est l'un des trucs qui fait que Mademoiselle est aussi connue aujourd'hui, et il y a eu, tu t'en parlais tout à l'heure, mais une vraie cote d'amour autour de ce magazine, c'est sa communauté, quoi. Ça a vraiment... Et puis, enfin, moi, c'est un truc, j'ai tendance à dire que j'ai pas fait grand chose, en fait. J'allais dire, tu l'animais, ce forum, ou... mais bien sûr, jour et nuit, matin, midi et soir, le week-end. Enfin, c'était vraiment un truc pour moi qui était une source à la fois d'inspiration, de questionnement, ok, bah, en fait, j'ai cette idée-là en tête, qu'est-ce que vous en pensez? Donc sur le forum, tu t'étais comme Fabrice, j'étais Fab. Fondateur. J'étais Fab, j'étais Fab, et ça faisait. Je venais raconter un petit peu ce que je comptais faire comme projet, qu'est-ce que vous en pensez. Enfin, vraiment, c'est un truc que j'ai fait énormément pendant toutes ces années, quoi. C'était vraiment. Ce côté cool. Transparent, tu penses aussi que ça a joué, le fait de dire voilà comment ça se passe, de poser des questions, dire qui t'es. Je pense que c'est un truc que j'ai beaucoup fait après, c'est que j'ai beaucoup expliqué aussi comment fonctionnait le magazine. Par exemple, quand il y a eu les bloqueurs de pub, nos adblocks sont montés à un moment donné à 50% de nos visites. J'ai créé un article et je suis venu expliquer auprès des lectrices. J'ai créé un article tout bête qui disait, en fait, si vous aimez Mademoiselle, désactivez votre adblocker sur Mademoiselle, parce que nous, ça nous permet de pouvoir gagner des sous, d'expliquer un petit peu comment le modèle média fonctionne, le modèle économique, d'expliquer comment ça nous plombe. Mais en fait, on est descendu de 50% de notre audience qui utilisait les adblocks à 30% dans le temps. Donc c'est vraiment énorme, quoi, au fur et à mesure. Juste pour une raison simple, en fait, et les lectrices nous le disaient, c'était que, en fait, elles aiment bien Mademoiselle, et c'était le seul site sur lequel elles avaient désactivé leur adblock, quoi, tu vois. Donc vraiment, et c'est pareil pour à peu près tout sur comment fonctionne. J'avais fait toute une série de vidéos explicatives où j'expliquais comment fonctionnait le modèle économique, la publicité. Quand on a créé la régie en 2014, la régie interne, j'avais fait tout un tas de vidéos pour expliquer ce que ça allait changer en fait dans leur quotidien, sur Mademoiselle, etc. En tout cas, moi, comment je le percevais. Et un jour, on s'est fait déréférencer par Google. Je sais pas pourquoi Google il y a eu une erreur. Enfin, ça n'arrive jamais, en fait. Et en fait, c'est pareil, j'ai fait un article, en fait, en disant que se passe-t-il, Google est en train de nous exploser. Et en fait, c'est ouf parce qu'on a fini par avoir chose qui apparemment n'arrive jamais. Moi, je connaissais pas trop, mais apparemment, il y a toute la communauté SEO qui s'est penchée sur le berceau de Mademoiselle en disant qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'en gros, si ça leur arrive à eux, qui est vraiment un magazine qui existait à l'époque depuis 10-12 ans, ça peut nous arriver demain à tous, quoi. Et on a fini par avoir des excuses publiques de Google, ce qui n'arrive apparemment jamais. Ils ont merdé dans le truc, où ils ont déréférencé toute une partie du site sans aucune raison particulière. Mais ça, tu vois, ça aussi, c'est l'aspect communautaire de Mademoiselle. Pour moi, c'est un truc qui est
très fort. Et c'est un truc avec lequel on en reparlera peut-être un peu après, mais j'ai au départ eu du mal quand je me suis lancé à fond sur les podcasts à recréer ça parce que l'aspect interactif des podcasts est assez limité en fait. C'est vrai. Alors que moi, l'un des trucs qui m'a toujours intéressé, c'est qu'on publie un article sur Mad et en fait on sait 5 minutes plus tard si c'est bien, si c'est à côté de la plaque, si y a des choses qu'on a pu oublier, donc ça permet de pouvoir éventuellement mettre à jour avec les ajouts de nos lectrices, etc. Enfin, c'est vraiment Et t'arrivais justement, moi j'avais toujours cette crainte que ce soit quelques personnes qui soient les plus bruyantes entre guillemets qui te fassent un feedback et qui soient pas finalement le reflet de toute ta communauté. Mais j'imagine que tu avais suffisamment de data ou de données pour quand tu finis par avoir un forum sur lequel il y a plusieurs dizaines de Ouais. milliers de messages. Alors après, il y a toujours des dynamiques dans les communautés qui sont un peu particulières. Il faut faire très attention à ce que justement quelques têtes ne prennent pas toute la place. Mais ça, c'est pareil. Ça c'est avec le temps, en fait, on finissait par se dire, ok, il y a des petites nouvelles qui arrivent. Comment on va faire pour les mettre en avant et pour les faire grandir, quoi. Donc il y a eu tout un taf qui a été fait avec nos différentes community managers. On les appelait des orchestreuses à l'époque, pour permettre justement de faire évoluer cette communauté, de la faire grandir, parce que en gros entre 2005 et 2020, il y a des lectrices qui ont grandi énormément, quoi, tu vois, qui sont arrivées, elles avaient 20 ans, aujourd'hui peut-être elles ont 30-35, quoi. Et ça aussi, c'était un vrai challenge de les faire, de faire évoluer tout ce forum-là dans le temps, quoi. Ouais, non, mais c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, c'est que vous avez vraiment travaillé cet aspect communautaire et je pense qu'effectivement, c'est ce qui explique une partie du succès. Et si on revient un peu à la partie pub, parce que tu disais, vous avez créé votre propre régie, donc pendant un moment, vous sous-traitiez quelque part cette régie ? Ouais, c'est ça. On a bossé pendant très longtemps avec Au Féminin. On a été le premier site historique à être vendu par les équipes d'Au Féminin en extérieur. Parce qu'après, ils ont créé leur régie de blog, on va dire, et leur régie de site. Et on a été un peu le fer de lance sur ce truc. Moi, à l'époque, on était dans une autre régie avec qui ça marchait pas trop bien, etc. Moi, j'y connaissais rien du tout à la pub. Et en fait, je me suis rendu compte que cette régie-là nous vendait pas en tant que telle, enfin vraiment comme plein d'autres régies externes, mais moi je connaissais pas. Et en fait, j'ai envoyé une bouteille à la mer. Je connaissais personne chez Au Féminin à l'époque, en leur disant je suis mademoiselle et je cherche une régie. Et en fait, ils étaient en train de réfléchir à justement lancer cette régie externe. Et au final, on a été un peu le fer de lance de ce truc-là. On a bossé ensemble pendant 4-5 ans avant que je crée ma... Qu'est-ce qui t'a poussé justement à créer ta propre... c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on finissait par avoir une forme de plateau en fait avec notre régie extérieure, même si c'était super de bosser avec Au Féminin. Je crois que on était jamais si bien servi que par nous-mêmes. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait passer le cap. C'était un gros risque parce que j'avais pas énormément de trésor. Ça nécessitait d'embaucher 2-3 personnes si tu veux pour faire grossir le truc. On a notamment embauché une directrice commerciale voilà, qui est une ancienne d'Au Féminin en plus, Christelle, si tu nous écoutes, avec qui on a lancé cette activité là, et en fait ça a vraiment permis de faire décoller la boîte et de la développer, quoi, à l'époque. Ok, parce que du coup, t'avais pas les marges que pouvaient prendre les régies et surtout. Ils prenaient toujours une com, quoi, tu vois. Et puis surtout, ça permettait de pouvoir faire des OP. Voilà, d'être plus flexible dans toutes tes OP et tout. Okay. Exactement. Donc ça, c'était en 2015. Ouais, c'est ça. 2014. Donc là, il y a eu un nouveau step en fait dans la croissance. Ouais. Et donc là, on est en 2015. Et donc les 5 dernières années avant que tu quittes, c'était quoi ? Vous avez grossi, vous avez structuré C'était plutôt structuré et plutôt fait en sorte de pouvoir avoir une sorte de râteau en fait au-dessous de moi avec des N-1, en tout cas des N+1 pour les équipes, et de faire en sorte que de rentrer un peu plus dans des process et dans dans un fonctionnement de boîte un peu plus structuré, quoi, tu vois, parce qu'on a fini, il y a un moment donné on était 30, donc à 30 ça rigole plus, quoi, tu vois. Il faut des process et tout, et justement dans tout ce développement, est-ce que t'as pas eu un moment envie, alors je te lance plein de trucs, mais un magazine papier, aller sur de l'abonnement payant, tu vois, te diversifier avec d'autres marques, etc. Enfin, d'autres magazines, d'autres titres. J'imagine c'est peut-être
J'ai testé de lancer un magazine masculin en 2011, donc un équivalent de Mademoiselle masculin. Je crois que c'était un poil trop tôt et que ça a pas marché en fait. Tu vois, pendant un an, le truc, enfin vraiment. En plus, Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait Gentlemec. Ouais. Et je trouvais qu'il n'y avait pas d'équivalent de Mademoiselle pour les mecs, quoi. Et j'ai fait ça pendant un an, ça n'a pas marché, donc après j'ai laissé tomber. Et je suis revenu sur Mademoiselle. Et en fait, 2019. On a lancé Rocky, qui était l'équivalent de Mademoiselle, mais pour la cible d'après, en fait. Donc, tu vois, plutôt pour les mademoiselles qui ont grandi, qui ont 30-35 ans, qui sont dans des prises de tête d'enfants, de couples, etc. Mais je l'ai lancé un peu tard. Je crois que j'aurais dû vraiment le lancer. J'ai eu l'idée en 2012-2013, et je crois que j'aurais dû vraiment le lancer à ce moment-là, en fait. Mais j'étais occupé avec la régie, j'avais d'autres choses à faire. Mais ouais, j'aurais dû le lancer plus tôt avec le recul. Je crois que c'était vraiment le bon truc à faire. Mais j'ai perdu du temps, en fait, je crois, sur les premières années, notamment toutes les années où j'ai un peu galéré avec tout l'aspect publicitaire. J'ai perdu du temps et de l'argent, en fait, tu vois, à pas avoir monté ma propre structure de régie, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, c'est vraiment... Tu commencerais par là. J'aurais embauché très très vite quelqu'un pour faire le commerce, plutôt que de me dire tu vas faire grossir encore plus l'édito, l'aspect édito, parce que pendant très longtemps, en fait, on lançait des projets édito qui ne rapportaient pas de thunes, tu vois. Ouais. Donc là où je sais que par exemple chez My Little Paris, c'est une autre vision des choses, c'est-à-dire qu'ils lancent des projets quand ils ont des marques, en tout cas ils ont des marques qui viennent, ils vont chercher des marques, et ils sont hyper malins parce qu'ils se disent ok, à partir de cette marque-là, qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme projet éditorial, quoi. Ils font plutôt dans l'autre sens. Sur les business models ou les autres types de formats, est-ce que le magazine papier, ça t'a pas un moment Non, c'était en fait, je me disais que je crois qu'on aurait pu faire un magazine papier canon, mais c'est pas un truc. Enfin, j'ai pas trouvé le bon partenaire en fait pour le faire, parce que pour le coup, c'est pas un truc que j'aurais fait tout seul. Moi, j'y connais rien, c'est pas mon métier. J'ai fait le club de basket. Ouais. C'était distribué. C'est pas distribué en kiosque, le club de basket. C'est une vraie logistique. C'est un vrai métier. C'est un métier qui n'a rien à voir. Là où c'est des process où tu lances les magazines plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Sur le web, nous, on est vraiment dans le quotidien, dans le jour le jour. Et même si tu peux lancer des projets qui sont un peu plus moyen-long terme, c'est jamais des projets qui sont extrêmement longs, quoi. En tout cas, ça fait pas partie de la culture de la boîte, quoi. Donc non, jamais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé des box. On a testé avec du e-commerce, où on a très vite lancé une box un peu lifestyle, en fait. Là où les autres marques allaient plutôt chercher des trucs beauté. Il y a eu My Little a fait des box avec des collants, etc. Nous, on a fait une box lifestyle. On n'a pas choisi la simplicité, encore une fois, mais où en fait il y avait un thème dans chaque box, et on a eu jusqu'à 3-4 000 abonnés quand même. Donc c'était plutôt bien, et ça permettait vraiment de pouvoir ça diversifier aussi. De diversifier. On a aussi donc toujours sur l'aspect communautaire, l'un des trucs dont j'étais très fier, c'est qu'on a lancé notre première soirée à Paris 2014, où on a fait venir 1000 personnes au Bataclan. C'est soirée déguisée, donc vraiment un thème très, très festif, très jovial. Et on faisait ça à la fin, tous les mois, à la Bellevilloise, avant le Covid. Et vraiment, c'était ouais, parce qu'en fait, on amenait à chaque fois entre 1000 et 1300 personnes pour vraiment faire une grosse fête. Il y avait un karaoké géant, enfin, c'était canon. Et là, pour le coup, c'était vraiment cool de retrouver les lectrices en vrai, tu vois. C'était un vrai sujet, quoi. Et jamais donc un modèle d'abonnement payant, ça t'a pas traversé l'esprit non plus On l'a testé, en fait. Enfin, en tout cas, on a testé l'idée que ça pourrait marcher. On avait fait un crowdfunding à l'époque pour alors je sais plus quand est-ce que c'était, 2016, un truc comme ça, pour essayer de voir combien on pourrait récolter comme argent. On avait récolté, je sais plus, équivalent de 16 000 €, un truc comme ça. Donc c'est canon, parce qu'en fait il y a plein de lectrices qui nous ont filé 20, 30, 40, 50 balles. Après, c'est sûr que c'est par rapport au budget global de la boîte, ça reste quand même une goutte d'eau, quoi. Mais en tout cas, c'était cool de monter ça à l'époque. Ça nous a permis de pouvoir monter on a créé des objets qu'on a envoyés. Enfin, tu vois, c'était aussi une forme de vente, quoi. Tu vois, c'était marrant de tester ça. Ok, et donc 2020, la fin de l'aventure pour toi. Donc groupe humanoïde.
c'était eux, l'idée c'était de récupérer un segment d'audience qu'ils adressaient pas forcément. Oui, ils étaient plutôt sur ils avaient 2 médias, Numérama et Frandroid, qui étaient plutôt sur un public plutôt masculin autour de la tech. Et je crois que leur objectif c'était vraiment de rentrer sur le marché féminin. Moi, tout mon objectif en fait, c'était de faire en sorte de pas avoir un projet sur lequel qui n'arrive pas à me survivre, quoi, tu vois. Donc je trouve que c'était cool de leur refiler à eux. Il y avait une forme d'aspect naturel en fait, parce que je suivais moi Numérama avant qu'ils le rachètent, de loin en tout cas, et j'ai vu vraiment ce qu'ils en ont fait. Je trouvais ça vraiment cool, le projet. C'est une des raisons pour lesquelles je trouvais ça cool de les rencontrer, de voir un petit peu ce qu'ils voulaient en faire, ce qu'ils voulaient faire de Mademoiselle. Et vraiment, moi, mon objectif, c'était de revendre le projet à un groupe qui allait pouvoir en faire quelque chose, là où moi, j'avais tout donné, quoi, tu vois. Parce qu'il y a peut-être certains créateurs, fondateurs qui se disent je veux mourir avec ma boîte, tu vois, un peu le capitaine du bateau, tu sais, qui... Mais toi, non, et je pense que c'est je pense que si j'avais pas retrouvé... En vrai, si j'avais pas retrouvé de boîte qui était prêt à racheter, c'est pas impossible que j'eus été ce capitaine, quoi. Tu vois, ce truc de en fait, je préfère que le truc meure de sa belle mort, que de le revendre à un groupe qui va le dépioter, qui va le casser en deux, quoi. Mais ça s'est pas passé, donc on ne saura pas. Et passons au présent maintenant. Donc ton actualité depuis Mademoiselle, donc depuis 1 an, ça fait à peu près 1 an. Oula. Donc t'avais déjà lancé un podcast avec Mademoiselle que t'as repris, je crois. T'en as lancé 2 autres. Donc, en fait, j'avais lancé deux podcasts. Enfin, en gros, les 3 podcasts existaient déjà avant que je les récupère. Histoire de Daron était le premier où j'avais un peu besoin en 2017, tu vois, de faire un projet où ça faisait 12 ans, tu vois, et j'avais besoin de retrouver un projet où je pouvais décider tout seul d'avoir un interviewé ou, tu vois, d'aller chercher un guest et que je décide tout seul de faire le truc. C'est un truc qui est impossible à faire quand t'es dans une boîte de 30, quoi. Et donc je me suis dit lance un podcast. La paternité, c'est un sujet qui t'a toujours intéressé, donc let's go. C'était pas du tout lié à Mademoiselle en fait à la base. C'était vraiment un projet que je faisais à côté. Je montais le soir et le week-end, tu vois, je faisais les mêmes montages. Mais en fait, assez rapidement, quand je l'ai présenté à la rédac chef de Mademoiselle, elle a dit c'est trop bien, paternité, je vais le présenter. Et en fait, il y a plein de lectrices qui ont adoré, qui m'ont envoyé des feedbacks. C'était intéressant parce que moi, mon objectif à la base, c'était plutôt de m'adresser aux parents et surtout aux pères. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeunes femmes nullipares, enfin, tu vois, qui n'ont pas encore d'enfants, qui l'écoutaient pour une raison simple, c'était qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon père parce que les darons, ils parlent pas, tu vois. Donc, il y avait vraiment ce truc. Et Histoire de succès, c'était la motivation était un peu différente, c'est que moi, j'ai toujours fait les interviews, j'ai fait plein d'interviews notamment sur YouTube, sur Mademoiselle, d'artistes, etc. Et en fait, avec le temps, j'ai fini par former les équipes à interviewer. Et donc, au final, elles finissaient par avoir toutes les bonnes interviews de la boîte. Et c'était cool parce que pour moi, je trouvais ça bien de leur refiler les. Enfin, tu vois qu'il y a une voix féminine derrière Mademoiselle, quoi, tu vois, parce que c'était tout le temps moi. Mais ça finissait par me frustrer grandement parce que c'est vraiment un truc que j'aimais beaucoup faire. Donc, j'ai fini par lancer ce podcast qui s'appelle Histoire de succès, où je me suis dit, va chercher de ce fait-là des gens qui, même à la limite, pourraient pas être sur Mademoiselle, quoi. Parce qu'on avait plutôt tendance à cibler entre guillemets les profils plutôt féminins, enfin tu vois, de rester dans le public Mademoiselle. Donc là, de ce fait-là, ça m'a ouvert un peu ce truc-là. Donc j'ai lancé ça en septembre 2019 avec aussi l'idée quelque part que si demain je quittais, ça pourrait aussi me permettre de pouvoir faire un projet. Continuer, ouais. Et en fait, Histoire de mec qui est le dernier, où là on fait parler des mecs de masculinité. C'est un projet qui a été lancé à la base par Mimi, qui est la rédac chef aujourd'hui de Mademoiselle, qui s'appelait le Boys Club à l'époque. Vraiment, c'était un projet made in Mademoiselle, et elle m'a demandé de le co-animer en fait pour qu'on ait une double voix, tu vois, une voix de meuf et une voix de mec. Elle a fait ça pendant 2 ans et demi. Enfin, on a fait ça pendant 2 ans et demi. Et en fait, fin 2019, elle en avait un peu marre. Elle avait un peu fait le tour. Et moi, j'avais pas trop envie de le reprendre. Tu vois, j'étais trop occupé avec tous mes autres projets, notamment la session.
Et c'est vrai que quand j'ai quitté, de ce fait-là, j'ai demandé aux repreneurs si je pouvais reprendre le flux, parce qu'en gros, ils allaient rien en faire. Ils ont accepté très gentiment. Et donc, de ce fait-là, je continue le podcast par moi-même, quoi. Alors, j'ai pas donné les chiffres, mais j'ai vu, par mois, c'est plus de 250 000 écoutes. Ouais, ça oscille un peu, hein, tu vois. On est entre 150 et 250 000 écoutes sur les trois podcasts cumulés, par mois. Ce qui est, alors, moi, je trouve, à titre personnel, c'est quand même énorme, sachant que t'es indépendant. Hein, tu fais pas partie d'un studio de podcast comme on en connaît. Et en fait, la question que j'avais, c'est pourquoi les podcasts, en fait, et pourquoi, je sais pas, tu t'as pas lancé une chaîne YouTube, t'as pas. Il y a une raison pour ça ou... J'aime beaucoup l'audio. Ouais. Okay. En fait, j'ai découvert avec les podcasts, mais on a lancé des podcasts sur Mademoiselle. Le tout premier podcast qu'on a lancé, c'était en 2014, donc il y a longtemps, où on récupérait le flux de notre émission. On avait une émission en live sexo qui se passait en live sur YouTube à l'époque, et on récupérait le flux audio pour venir le mettre dans le podcast Mademoiselle. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fini par embaucher quelqu'un, Louise, que j'avais embauché juste pour faire les podcasts. Donc en 2016, elle est arrivée et on a lancé plusieurs formats autour de ça. Et donc c'est vraiment un truc moi qui... Depuis le début, t'étais j'aime beaucoup le podcast. Enfin, c'est un vrai truc. Je trouve que le format audio est canon, et surtout pour ce que je fais, c'est-à-dire pour le format interview. Là où en fait avant je faisais des interviews sur YouTube, tu vois, je me positionnais, il y avait la caméra qui était juste à côté de moi je me positionnais juste à côté, il y avait en fait la personne qui était en face de moi, elle me parlait à la fois à moi, parfois à la caméra, il y avait les lumières en plein dans la gueule pour éclairer le tout, etc. Là avec le format audio, en fait tu vois, là, on est dans le canapé, on est tranquille, on peut être on n'est pas en train de se dire, il y a quelqu'un qui me filme. Il y a quelqu'un qui filme, qui me regarde, etc. Il y a moins de paramètres à prendre en compte. Je comprends. Et je trouve que en tout cas pour ce que je fais, qui sont c'est des interviews un peu creusées, où tu rentres un peu dans le vécu des gens, etc. J'aime bien avoir une interaction, quoi, tu vois. Donc ça fait partie des trucs où je me suis dit, en plus, c'est cool parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matos. Enfin, tu vois, tu viens avec un enregistreur et deux micros. Mais d'un autre côté, je suis en train aussi de réfléchir à remettre ma chaîne YouTube en route, parce que il y a des sujets sur lesquels je crois que c'est important d'avoir de la vidéo et d'utiliser YouTube. Alors après, j'utilise YouTube comme un moteur de recherche pour mes podcasts. Ouais. Donc je les mets quand même dessus sur ma chaîne. Tu mets tous les podcasts ou tu mets juste des extraits ? Non, juste... alors tous les podcasts... Je mets pas tous les podcasts, mais je mets les podcasts sur lesquels je me dis que ça va permettre de pouvoir faire connaître. Donc tous les invités qui ont un peu une marque, quoi, tu vois, qui ont un peu un nom, les personnalités, je les mets dedans. Et en général, si le truc il est pris dans les systèmes de recommandation, ça peut très très vite monter jusqu'à 50, 100 000 écoutes juste sur YouTube, quoi, tu vois. Donc ça, c'est canon. Ouais, et donc tu monétises aujourd'hui via de la pub. C'est comme ça que tu fonctionnes ? Alors je vois qu'aussi tu as un travail autour de ta communauté avec une newsletter. Ouais. En quoi elle te sert, cette newsletter, en fait? Elle sert à continuer le travail que tu fais autour de ta communauté. Ça sert tes autres activités de podcast ou... Aujourd'hui, pour moi, c'est surtout un lien direct aux gens qui veulent me suivre, et qui est pas sur lequel en fait Mark Zuckerberg n'a pas de lien de prise, si tu veux. Là où aujourd'hui, en fait, et c'est un truc avec lequel je me suis beaucoup battu sur Facebook, sur Instagram, avec Mademoiselle, c'est que il suffit que les mecs décident de changer l'algorithme d'un poil, si tu veux, et d'un coup d'un seul, tous tes fans n'arrivent plus à te voir. Là où je me dis, en fait, les gens qui veulent me suivre sur ma newsletter, ils s'inscrivent, et en fait, s'ils veulent me suivre, ils peuvent me suivre, et moi, en fait, quoi qu'il arrive, je vais leur envoyer le truc, et je peux partir du principe qu'ils l'auront. Et en fait, c'est vraiment l'objectif principal. C'est juste, au moins, on a un lien direct, et je vous écris. Là, mon objectif, c'est de leur écrire une fois par semaine maintenant, parce que ça a été un peu comme ça. Mais bon, j'ai un peu moi aussi dans une phase de réflexion. Mais ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un lien direct avec ces personnes-là qui ont envie de me suivre, et de pas, vraiment que ce soit pas, qu'il y ait personne d'autre qui puisse intervenir, quoi, tu vois. Que ce soit que les données, tu préserves les données, et que je comprends. Je te propose qu'on passe à la partie un peu plus future, mais ça va permettre de faire un peu le lien avec aussi ce que tu fais aujourd'hui, tes initiatives aussi sur les autres plateformes.
Donc sur la partie future, qui est une partie un peu plus prospective, moi je voulais échanger autour de donc ce que je disais de nouvelles plateformes, en particulier Twitch, qui sont pour moi symptomatiques d'un changement dans la façon dont on consomme les contenus. Et peut-être que ça révèle aussi un peu du futur des médias. Pour moi, il y a 2 points qui expliquent ce succès. C'est premièrement le côté interactif et communautaire. On va y revenir juste après. Et 2, l'incarnation. Pareil, on va y revenir un peu après. Sur le côté interactif et communautaire, sur Twitch, un des points principaux à comprendre quand on ne connaît pas la plateforme, c'est vraiment ce module de chat à côté du player qui rend la plateforme vraiment interactive, communautaire. Et moi, je voulais discuter avec toi, mais selon ton expérience, comment t'expliques ce succès de l'interactivité ? Est-ce que c'est ce qu'on se disait un peu avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transparence comme tu faisais avec Mademoiselle, c'est-à-dire que tu es face à tes utilisateurs en direct, il y a le filtre, tout le monde te voit, etc., tes réactions. Tu peux pas faker, tu vois. Est-ce que c'est en partie ça ? Est-ce que tu vois d'autres choses qui peuvent expliquer que... Déjà, pour moi, le premier truc qui fait que Twitch est un succès, c'est que Twitch s'est ouvert il y a quelques années est sorti du jeu vidéo. Parce que jusque-là, Twitch était qu'une plateforme où tu pouvais juste jouer. Sur Mademoiselle, je me souviens à l'époque, on avait tenté de diffuser nos émissions à nous et en fait, on s'était fait bannir la chaîne à l'époque parce qu'il n'y avait pas cette fameuse rubrique Just Chatting, là, tu vois, on discute, qui n'existait pas à l'époque. Donc, si t'arrivais et que tu disais, bon, bah voilà, j'ai une émission, on se faisait tège systématiquement du truc. Donc, je crois que l'un des trucs, c'est après le rachat d'Amazon. En fait, Amazon s'est dit, OK, il y a moyen d'aller chercher. Tu vois d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils sont pas du tout structurés pour ça parce que si Just Chatting vient mettre tout et n'importe quoi. Tu vois, là où ils devraient petit à petit pouvoir mettre des sous-catégories. Mettre des sous-catégories, même si elles existent, en fait, elles sont très peu visibles d'une manière générale sur le site. Donc, tout le monde met Just Chatting juste parce que, en fait, c'est le truc le plus simple. Donc pour moi c'est ça déjà le premier truc, et puis après effectivement il y a l'aspect live en fait, tu vois, il y a l'aspect live et il y a l'aspect interactivité. Moi ce que je fais c'est que là j'ai une télé qui se connecte directement à Twitch, donc je regarde Twitch sur ma télé maintenant, et en fait sur mon téléphone j'ai l'appli aussi, et en fait je chatte dedans avec les gens en même temps, quoi, tu vois. Donc j'ai les 2 écrans plutôt que de regarder sur mon petit écran sur ma télé ou sur mon ordinateur, sur mon écran d'ordinateur. En fait j'ai ce double écran là direct, et pour moi c'est l'un des aspects cool de Twitch, c'est que tu discutes avec les gens, et en fait si ta remarque est pertinente, en fait les gens vont les streamers vont te calculer, vont réagir, etc. Alors ça c'est faisable pour les petits streamers entre guillemets, mais dès que tu arrives dans des audiences trop importantes, ça commence à devenir compliqué. Quoique Samuel Etienne le fait beaucoup, alors que lui-même il a aujourd'hui plusieurs dizaines, en tout cas une dizaine de milliers de personnes à chaque fois qu'il live. Mais il a ce truc très important pour lui, quoi. Toi, comment tu l'utilises? Parce qu'effectivement, je l'ai pas reprécisé dans le contexte, mais tu as des émissions toutes les semaines. 3 fois par semaine. C'est pour ça que donc comment tu l'utilises? Toi, c'est quoi? Tu te connectes, tu mets un thème? Toutes les semaines, 3 fois par semaine, donc c'est le lundi, le mercredi et le vendredi midi. J'ai testé d'abord, tu vois, à 20h, donc en soirée. Je me suis rendu compte que déjà, il y avait un côté, il y avait beaucoup plus de concurrence, donc c'était un peu chiant. Et surtout, il y avait des streamers que j'avais envie de regarder en même temps. Donc c'est l'un des aspects chiants du live, c'est que de cette là, t'es obligé de regarder en même temps. Donc je me suis dit, ok, va tester l'heure du déj. Et ça fait maintenant 15 jours que je fais ça, que je teste l'heure du déj. Et en fait, c'est intéressant parce que pour l'instant, j'ai pas encore grand monde. C'est dur de faire venir du monde sur Twitch. C'est ça. En tout cas, de ta communauté à la base. Donc là, l'un des objectifs, en fait, c'est de faire rentrer des gens qui sont déjà sur Twitch et de les intéresser à ce que tu es en train de raconter, parce que moi je pense que mon contenu est bon. Donc en gros j'ai une émission de recommandation culturelle, un peu comme ce que je faisais sur Mademoiselle dans ce podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer. J'ai une émission, donc j'invite un invité et en fait on discute ensemble d'une recommandation culturelle, et souvent ça digresse. Et après en fait j'ai des thèmes, donc là par exemple hier on a parlé de parentalité pendant 1h30 avec les gens, et en fait tu t'interagis avec le chat, toi tu lances des sujets, tu vois un petit peu comment
comment ça évolue, C'est comment de ça discute. l'impro. C'est complètement improvisé, mais de toute façon, moi, quand je fais mes interviews, je suis en impro T'es en total impro, quasiment. ouais, Quoi. c'est Tu vois, j'ai à chaque fois 2-3 thèmes sur lesquels je veux aller, et puis après, c'est que de l'impro. Donc ouais, ça change pas vraiment grand-chose à ce que je fais habituellement avec mes podcasts. Et pour rester justement sur le côté un peu communautaire, tu promets aussi pas mal le Discord. Ouais. Donc Discord, c'est un forum, pour ceux qui ne savent pas, initialement aussi pour les jeux vidéo, Ouais. dans lequel il peut y avoir des rooms audio, des rooms écrites, etc. Vidéo aussi. Vidéo. Là, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien forcément avec Mademoiselle quand tu as lancé ton forum. Mais c'était pour toi, évidemment, comme tu disais, il n'y a pas de lien avec le podcast direct avec son audience. C'est vrai qu'on n'a pas de retour direct sur les plateformes de streaming des gens. Donc c'est pour ça, en fait, que tu l'as lancé. Ouais. Moi, j'avais envie de discuter un peu avec eux. Ouais. C'est un des trucs que j'ai fait au départ aussi avec ma newsletter. En fait, c'est que je pose des questions aux gens. J'ai un outil de sondage. Par exemple, quand j'ai lancé Histoire de mec, je savais pas vraiment comment je voulais l'appeler. En fait, j'ai fait un sondage en leur disant: est-ce que tu préfères que ça s'appelle, je sais plus, Histoire de bonhomme, Histoire de machin. Et en gros, les gens ont choisi Histoire de mec. Donc j'ai fait: ok, on va choisir Histoire de mec, let's go, quoi. Ouais, donc tu inclus beaucoup de ta communauté. Est-ce que tu penses que le fait justement que la communauté même entre elles se parle, parce que sur Discord et même sur Twitch aussi, les gens peuvent se parler entre eux. Bien sûr. Tu penses que ça joue aussi? Bien sûr. Ils se créent des liens. Tu le vois ça, toi, en bien direct? Sûr, en direct. Là, moi, j'en suis arrivé là maintenant sur Discord, il y a 300-400 personnes. J'en suis arrivé à un point où en fait, j'ai même plus besoin d'intervenir. Le truc s'anime tout seul. Ouais. Donc, je lance des sujets parfois, et puis après, les gens discutent entre eux parce que voilà. L'autre jour, j'ai un boulanger qui est venu. J'ai un tag, enfin, j'ai une chaîne Vos métiers dans. Et en fait. Le mec est boulanger, il nous a raconté sa vie de boulanger depuis avec le confinement, etc. Et c'était canon en fait. Donc il y a des personnes qui sont venues dire: moi j'ai fait mon pain pendant le confinement. Et toi, comment ça s'est passé? Comment t'as fait? Parce que les gens ils voulaient faire leur pain, etc. Ils disaient: moi je leur vendais de la levure. Enfin tu vois, donc t'as tout un truc où ils se prenaient des photos de leur pain d'ailleurs après. C'est canon quoi, c'est trop bien. Et est-ce que effectivement le fait que les gens se parlent et communiquent entre eux dans l'enceinte de toi, tes émissions, tu vois, dans cet écosystème là, ça les fait avoir un lien plus fort avec ton contenu? Bien sûr. Ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est un truc que j'ai testé avec Mademoiselle et qui est sûr et certain, quoi. Sur Mademoiselle, il y a, je ne peux plus compter le nombre de messages que j'ai reçus d'amitié qui sont faits, d'amour même, tu vois, d'histoires d'amour qui se sont faits entre les lectrices et les lecteurs de Mademoiselle. Ils ont forcément un lien fort avec ton média, la marque, avec ta marque. Ouais. Et ça m'amène au deuxième point qui est celui de l'incarnation. Parce que toi, je trouve que tu es un peu l'exemple parfait de l'incarnation, puisque un autre facteur clé de succès de Twitch, c'est le fait que c'est la personnalité du streamer. En fait, c'est ça qui fait que ça va marcher ou pas. Et la plupart des comptes, forcément, sont incarnés. T'as pas sur Twitch des comptes d'une marque, tu vois, un peu anonyme. C'est vraiment des visages, c'est des personnalités. C'est une tendance que je vois de plus en plus. Donc, on voit des journalistes qui lancent leur newsletter payante, des experts. Et puis, il y a même les influenceurs sur Instagram qui sont maintenant leur propre marque, leurs propres médias. Bon, est-ce que toi, évidemment, tu partages ce constat, j'imagine, mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va arriver peut-être à un éclatement médiatique où en fait, t'auras plus une marque au féminin qui va dominer et t'auras une galaxie de personnalités féminines ou pas féminines d'ailleurs, mais qui vont proposer du contenu autour du non, je crois que les marques médias existeront toujours parce qu'il y a aucune raison que les marques médias disparaissent parce qu'en fait les marques médias elles embarquent plein d'autres choses en fait derrière Mademoiselle. Enfin tu vois, Mademoiselle a fait grandir et fait connaître plein de créatrices de contenu aujourd'hui qui sont indépendantes et qui vivent leur vie et en fait on s'est auto-alimenté longtemps, si tu veux, tu vois. Donc elles, je pense qu'elles se sont beaucoup servies de Mademoiselle pour se lancer, notamment au départ. Et puis après, en fait, aujourd'hui, les lectrices de Mademoiselle continuent à suivre toutes les personnes que Mademoiselle a pu lancer. Donc ça, je crois que ça va pas disparaître. Il y a le rôle prescripteur du média, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que quelque part derrière un média, il va aussi pouvoir proposer des choses. Et on va se dire, c'est Mademoiselle qui le propose, donc c'est un certain gage de qualité ou en tout cas de goût. Ouais, ok. Je partage assez, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir comment des gens arrivent à être leur propre marque maintenant. Bien sûr.
ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Oui, tu regardes Léna Situation aujourd'hui, elle a pas besoin de Mademoiselle, quoi, tu vois. Mais c'est sûr que Léna, quand elle a démarré et qu'elle était toute petite, moi, c'est toujours un truc dont je me suis mordu les doigts, en fait, c'est de pas avoir aidé Léna à se lancer, parce qu'en fait, au tout départ, elle était vraiment toute petite et que je l'ai laissé passer, quoi, tu vois. Ça aurait été pour moi. Tu l'avais identifié à un moment donné ou... Ouais, et en fait, mais j'étais dans une phase où j'étais pas vraiment tourné vers les créatrices de l'extérieur, si tu veux, parce que bon, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie de créateur, et là pour le coup, je suis complètement passé à côté, quoi. Donc, mais c'est sûr que une marque comme Mademoiselle peut incarner demain toutes les jeunes et les moins jeunes créatrices qui se lancent, quoi. Et tu penses que par exemple Mademoiselle pourrait avoir son compte Twitch avec Mademoiselle a déjà sa chaîne Twitch, mais avec plusieurs personnalités qui passent à l'écran. Ouais, bah c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui, tu vois, ils sont déjà lancés, là ils ont un jeu de rôle en fait où il y a des personnes donc il y a ce mec qui s'appelle Fibre Tigre qui écrit ce fameux jeu de rôle qui s'appelle Game of Roll, et en fait ils font une saison complète, une sorte de hors-série de ce jeu de rôle où il y a autour de la table des personnes de l'équipe Mademoiselle qui jouent avec lui. Et en fait on a lancé des podcasts qui aujourd'hui elles le font en live, le fameux Laisse-moi kiffer dont je te parlais tout à l'heure, et c'est pareil, en fait il y a des personnalités qui ressortent de ce truc là et qui finissent par limite avoir leur propre média, elles ont leurs followers sur Instagram, etc., quoi. Ouais, non, c'est marrant. C'est marrant de voir aussi à quel point Twitch, on dérive pas, mais t'en viens à jouer à des jeux vidéo où c'est pas ton métier, c'est pas ce que tu fais en tant que créateur, et t'en viens. Et comme il y a aussi des influenceurs ou des streamers qui se mettent jeux vidéo, qui se mettent à faire de la cuisine comme Domingo. Et je trouve ça fou de voir comment on peut switcher. Après, c'est en fait ta personnalité qui va faire que tu... il a son média aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, donc ok, super intéressant. On passe aux questions de la fin. Quels médias tu consommes toi au quotidien? C'est dur à dire parce que moi je consomme beaucoup Twitch au quotidien, vraiment. Je commence à avoir vraiment beaucoup de gens que je suis, en fait, et donc je finis par avoir mes petits rendez-vous matinaux en journée, en fin de journée, etc. C'est un truc que je mets un peu quand je suis en train de faire autre chose. Alors c'est un peu chiant quand tu fais du montage ou quand tu fais de l'audio parce que tu peux pas écouter les deux trucs en même temps. Donc ouais, je consomme beaucoup Twitch. Après, d'une manière générale, je lis Le Monde en fait au quotidien. C'est vraiment c'est ton média c'est mon média. Et puis je suis abonné à Society, je lis Society tous les mois. Mais c'est pas, tu vois, après je lis pas beaucoup de médias, quoi. Twitch c'est devenu un média, donc est-ce que tu as un livre à recommander? Ouais, j'aurais bien aimé parler c'est un peu en rapport avec l'histoire de Daron, j'aurais bien aimé parler d'un livre qui s'appelle La naissance d'un père, d'Alexandre Lacroix, qui est par ailleurs patron de Philosophie Magazine, et qui est auteur. En fait, il a écrit plein de bouquins, et en fait dans ce bouquin il raconte sa vie de père entre ses 25 et ses 45 ans, où il a eu 5 enfants, et donc il l'a écrit là il y a quelques années, donc c'est plein de souvenirs en fait de sa vie de daron. Et je trouve qu'il a un raisonnement cool, en fait, c'est qu'il dit que d'une manière générale les auteurs se présentent pas sous leur casquette de père, et il trouve que c'est dommage. Et en fait ce bouquin est, je trouve que vraiment hyper fin. Ça parle de plein de choses, c'est à la fois sensible par certains aspects, c'est polémique par plein d'autres, il dit des trucs parfois tu as la sensation que tu te dis ok, c'est chelou ce qu'il est en train de raconter, et d'un autre côté après quand il te l'explique tu fais ok, ça te montre une autre façon de voir les choses. Donc voilà, c'est ce bouquin qui est chez Alary. Très bien, je mettrai un petit lien. Si tu veux, je l'ai interviewé, tu pourrais remettre un lien. J'ai interviewé dans l'histoire de Daron, forcément. Je mettrai les deux liens. Petite promo, mais c'est aussi le but. C'était intéressant d'avoir. C'est la première fois que j'ai un invité dont je connais déjà l'histoire, parce que j'avais lu le bouquin avant. Donc c'était marrant comme exercice, quoi. Ouais, ça enlève un peu du côté spontané, mais bon. Là, on l'a dit, tu fais donc 3 podcasts par semaine. Tu fais 3 émissions en live. Est-ce que tu as une organisation ou une routine qui t'aide à un peu structurer tout ça, ou
Ou c'est un peu à l'arrache Ah non, c'est plus, là tu peux pas faire à l'arrache. Hein. Franchement, quand tu as 3 épisodes, enfin quand tu as 3 podcasts, en gros, je sors entre 10 et 12 podcasts par mois. Donc c'est pas mal. Plus les 3 émissions en live et tout. Donc tu fais tout seul en plus montage. J'ai 2 freelances en fait qui m'aident pour le montage. Donc déjà je fais pas ça à côté, mais ça fait un peu partie de mes questions actuelles. C'est que je crois que j'ai mis un peu de temps. Donc en gros je suis revenu de vacances. J'ai pris 2 mois et demi de vacances cet été. J'ai jamais pris autant de vacances de ma vie, je crois. Et quand je suis revenu, ma grosse bataille, ça a été une bataille contre moi-même pour pas repartir dans un mode bonder mes journées. En fait, c'était très très dur parce que pendant 15, c'est bizarre de dire ça, mais pendant 15 piges, j'ai tellement travaillé jour et nuit à avoir Mademoiselle en tête que ça a été dur pour moi de me dire, ok mec, tu peux redescendre un coup. Et en gros, aujourd'hui, je travaille plus ou moins à mi-temps. Pour ce que je fais, et je crois que c'est plutôt cool en fait d'avoir cette période d'avoir un peu de tampon. Mais ouais, je suis hyper organisé, notamment dans tout ce qui est d'aller chercher, d'aller booker des invités. C'est tout un bin, surtout en ce moment avec les différents confinements. J'étais censé avoir une invitée la semaine passée qui a chopé le Covid, ou en tout cas qui était cas contact. Là, j'étais censé avoir une interview demain. Pareil, elle a chopé le Covid. Et donc ça sera pas pour cette semaine. Donc il faut jongler un peu avec tout ça. Et l'un de mes objectifs, c'est toujours d'avoir un épisode, tu vois, d'être dans le rendez-vous, quoi. Donc mais c'est structuré dans le sens où tu dis tel jour à telle heure je fais ça, etc. Ah oui, tu veux dire dans une semaine par exemple, dans ton emploi du temps, c'est organisé. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment des semaines, mais parce que de toute façon les périodes d'interview, c'est pas moi qui les décide, c'est en général avec les gens. Tu t'adaptes, donc d'accord. Donc j'ai pas des semaines chronométrées si tu veux, mais en revanche je sais qu'il faut que je produise X podcasts par semaine, donc forcément c'est obligé d'être structuré, quoi. Tu peux pas y aller YOLO, quoi. Et tu fais du sport, du yoga, des trucs dans la journée qui Je fais plus de sport, mais je m'étire beaucoup, et c'est mon seul sport, entre guillemets, c'est vraiment de m'étirer. Tous les matins, je m'étire 15-20 minutes. Je fais un peu de gainage, je fais un peu d'abdos et un peu de pompe. Et je médite 20 minutes tous les matins. D'accord. Et j'écris. Ça aide à ta productivité, J'écris aussi. Tous les matins. Tous les matins, j'écris genre un quart d'heure, 20 minutes. J'écris 3 pages. Tout ce qui te passe par la tête, ou c'est un projet? Non, c'est pas un projet, c'est vraiment juste, c'est pour vider la tête, quoi, tu vois. Ok, intéressant. Et dernière question, pour les personnes donc, qui écoutent ce podcast et qui ont un projet de médias, de livres, Ne faites pas ça, c'est une folie. J'ai même pas fini ma question. Non, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ceux qui veulent se lancer? En fait, c'est bateau, mais juste faut le faire. Je crois que vraiment il y a un truc simple aujourd'hui, en fait, c'est que tu peux te lancer et que tu peux tester ton projet et de pas attendre de trouver la martingale ou le truc. Si tu as une idée de projet, en fait, commence par peut-être lancer une newsletter et puis vois un petit peu comment les gens réagissent. Tu vois, par ta communauté sur tes réseaux sociaux, même si tu n'as que 50 personnes qui s'inscrivent, envoie-leur tes premiers articles ou tes premiers contenus en leur disant qu'est-ce que vous en pensez, j'aimerais bien voir votre retour, de permettre de pouvoir structurer comme ça. Je crois qu'il n'y a vraiment pas d'autre façon de faire que de faire, en fait. C'est un peu bateau, hein, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais... Non, mais c'est assez vrai, c'est effectivement souvent quelque chose qu'on dit, donc c'est une vraie valeur, mais c'est marrant parce que j'écoutais donc ton histoire de succès avec Panayotis, parce que, et il disait un truc assez vrai, c'est qu'il disait, lui il a fait des interviews très jeune, il a dit heureusement que j'ai fait ces petites interviews parce que sinon j'aurais fait des études de journalisme, j'aurais fait 5 ans d'études de journalisme pour me rendre compte que c'est pas ça que j'aime. C'est pas ça qu'il voulait faire. Il voulait devenir comique. Voilà. Non, mais c'est pour dire qu'effectivement faut faire, parce que même si ça marche pas, peut-être qu'on va savoir qu'on n'aime pas ce qu'on a envie de faire, mais en tout cas on sera plus avancé après qu'avant, quoi. Ouais, et puis d'une manière générale, je crois aussi que c'est un truc que je dis à tous les gens qui lancent leur podcast, c'est en fait vous voulez lancer un podcast, très bien, mais enregistrez 5 épisodes d'abord avant de le lancer, parce qu'en fait vous allez voir déjà 5 épisodes, c'est long à faire, c'est dur à faire, faut aller chercher, si tu veux faire un podcast d'interview, il faut aller chercher 5 invités, c'est compliqué, et puis après une fois que tu as ces 5 épisodes là, tu peux te rendre compte en fait que c'est cool, parce que ce qui compte en fait c'est pas forcément de lancer le truc, c'est de réussir à prendre plaisir aussi. Ouais, et puis de tenir dans la durée. Ouais, c'est vrai.
Écoute, merci Fabrice pour tout ce partage. Et puis, à très bientôt. Bon courage pour tous tes podcasts. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.